Yosh, donc aujourd'hui, petite vidéo sur les yokai. Donc je précise, encore une fois, cette vidéo ne sera pas exhaustive, mais elle sera surtout là pour vous dégrossir le sujet et vous permettre de faire vos propres recherches. Vous trouverez d'ailleurs à la fin de la vidéo quelques références pour vous aider dans cette démarche. Commençons par le terme. Le terme yokai est utilisé pour décrire un ensemble de créatures surnaturelles du folklore japonais. Ils sont extrêmement variés dans leurs formes et caractéristiques et peuvent être malfaisants ou simplement associés à des événements inhabituels du quotidien. Les termes traditionnellement utilisés pour traduire le mot yokai vont de fantôme à spectre en passant par démon ou gobelin, montrant bien là l'impossibilité de traduire avec exactitude ce terme, tant la culture, les mythes et légendes auxquels il se réfère sont différents des nôtres. Du point de vue étymologique, le terme yokai est composé de ces deux kanji, le premier pouvant signifier suspect, attirant, envoûtant ou encore calamité, tandis que le second aura aussi cette signification de suspect, mais aussi d'apparition ou de mystère. On le retrouvera d'ailleurs dans le terme kaiju, salut Godzilla, et les deux pourront être utilisés de façon interchangeable pour écrire le mot ayashi, signifiant suspect. Le terme serait originaire du chinois où il signifierait monstre bizarre. Le terme yokai a aussi fait référence dans l'histoire à des événements surnaturels sans pour autant se référer à une créature en particulier. Passons aux origines maintenant. Les yokai sont présents dans la culture japonaise depuis des siècles, le Shoku Nihongi faisant déjà référence au 8e siècle de notre ère, là où le terme avait déjà été utilisé à la cour impériale chinoise dès le 1er siècle. Les yokai, de par leur essence même, qui est d'expliquer par l'imaginaire un événement surnaturel inhabituel, étaient propres à chaque région, chaque communauté. Ce, jusqu'à l'époque Edo, de 1603 à 1868, où les ouvrages à leur sujet se multiplièrent et s'arrachèrent dans tout le Japon, ayant pour conséquence de normaliser les différents yokai, donnant une image figée, unique de chacun dans tout l'archipel. Par exemple, avant cela, le kappa fut l'objet de nombreuses légendes, et ses caractéristiques divergeaient selon la région dans laquelle on se trouvait. Ce, jusqu'à l'apparition de ces ouvrages qui synthétisèrent les mythes et légendes à son propos, créant et propageant dans tout le Japon l'image du kappa que l'on connaît aujourd'hui. L'époque Edo vit aussi apparaître de nouveaux yokai, créés de toutes pièces par les artistes et auteurs de l'époque, qui cédèrent à l'engouement et à la demande générale. Parmi ces créations originales, on peut citer le Karakasa Obake ou encore le Tofu Kozo. Parmi les plus célèbres auteurs à avoir représenté les yokai, on peut citer Toriyama Sekien et son fameux Gazu Hyakki Yagyo, soit la parade illustrée des 100 démons. D'ailleurs, le Hyakki Yagyo, la parade des 100 démons, était un thème extrêmement prolifique. Il a été repris par de nombreux artistes et ce encore aujourd'hui. Les yokai se verront aussi mis à l'honneur par les grands maîtres de l'ukiyo-e, les stands, tels que Kuniyoshi, Yoshitoshi, Kyosai ou encore Hokusai. Il faut aussi noter que durant l'ère Meiji de 1868 à 1912, ère marquant la fin du Sakoku, la fermeture du pays, et donc le début de nombreux échanges culturels avec le reste du monde, certains mythes étrangers prirent place aux côtés des yokai endémiques, sans même que la population ne s'en rende compte. On peut citer par exemple le Shinigami, dieu de la mort, qui serait directement tiré des récits des frères Grimm, et qui pourtant, aux yeux des Nippons, serait considéré à tort comme authentiquement japonais. Les yokai, de par leur nature, sont sujets à transformation, modification, et sont extrêmement vulnérables aux avancées technologiques et scientifiques. Ils sont donc dépendants de leur époque, c'est pourquoi certains tombent en désuétude, se référant à des événements explicables ou à des objets plus usités. D'autres tirent leur origine dans les échanges culturels avec l'étranger, et d'autres encore sont des créations originales d'auteurs contemporains. Certains pourraient remettre en cause les yokai créés par des auteurs contemporains tels que Shigeru Mizuki dans son œuvre Gegege no Kitaro, mais cela reviendrait à remettre en cause les créations originales de Toriyama Sekien à l'époque Edo qui sont pourtant aujourd'hui considérées comme authentiques. Les yokai, redoutés dans d'autres temps, sont aujourd'hui considérés comme des symboles bienveillants, protecteurs ou encore des avertissements. Voilà, ça c'était pour la présentation générale. Maintenant, les yokai sont un thème extrêmement vaste et riche, comme souvent dans le Waboli, et je me contenterai de vous en énumérer quelques-uns sans entrer dans les détails, en espérant que cela vous pousse à faire vos propres recherches afin de trouver leurs origines, leur signification ou encore leur pouvoir. Pour ce faire, vous trouverez en fin de vidéo quelques références qui pourront vous aider à commencer votre quête des yokai. Ces yokai peuvent être regroupés dans différentes catégories. La première est celle des bakemono ou obake ou encore henge yokai que l'on pourrait traduire par le terme métamorphe. Parmi les plus célèbres, on peut citer le tanuki, chien vivrain, symbole de bonne fortune et ayant un énorme scrotum. Voilà, je dis ça comme ça. Le mujina, le blaireau avec lequel il est souvent confondu, leur nom étant même interchangeable dans certaines régions. Le kitsune, le renard, connu pour ses transformations principalement en bijin, en belle femme afin de tromper les hommes, ou encore le chat, qui, après avoir passé ses 13 ans ou mangé un peu trop de croquettes en passant les 3,5 kg,
peut se transformer en bakeneko, chat pouvant prendre forme humaine et crachant du feu. Ou deuxième option, si sa queue devient trop longue et se divise en deux, se transformer en nekomata. Cette légende expliquant le succès du bobtail japonais au Japon, chat à courte queue. Si vous êtes déjà allé au Japon, moi je sais que ça m'avait choqué, et bien ça vient de là. Lorsqu'il s'agit d'un objet, le obake sera appelé tsukumogami, littéralement âme de 99 ans. Ce sont des objets qui, à leur 100e anniversaire, prennent vie, devenant des esprits, des êtres à part entière. Parmi les plus célèbres, on citera le bakezori, donc sandales de paille hantée. Ensuite, on pourra parler du chochin obake, lanterne de papier hantée. Même si je n'aime pas ce terme hanté, c'est le plus facile à utiliser en français. Parce qu'il ne s'agit pas d'un objet hanté par un esprit ou enchanté, mais bien d'un objet qui a pris vie. Ensuite, on aura le karakasa obake, qui sera donc un parapluie hanté. Le kara de karakasa faisant référence au fait que ce soit un type de parapluie chinois. Nous avons aussi kameosa, qui serait une jarre à saké et qui aurait la propriété donc d'être intarissable du liquide qu'on y introduit. Par exemple, vous mettez du saké dedans, et ben elle pourra vous fournir du saké à l'infini. Ça c'est cool. Voilà. Peut-être si tu mets de la pisse, c'est un autre délire, mais bon, bref. Voilà. La liste s'allonge, sachant qu'en théorie, n'importe quel objet peut devenir un tsukumogami à partir du moment où il atteint l'âge des 100 ans. Ensuite, on peut parler aussi des yokai créés à partir d'êtres humains. Le plus connu étant le Hanya, donc le Hanya qui est une femme transformée par la jalousie, la vengeance, la rage en démon serpent et qui rappelle que même les plus belles choses peuvent devenir terrifiantes. Fun fact, au Japon quand on fait ça, ça veut dire que la personne est énervée, donc les cornes sont vraiment un symbole de colère, de rage. Et le meilleur, c'est que pendant les mariages au Japon, la femme porte un tsuno kakushi, il me semble, ce qui veut dire littéralement un cache-corne. On va profiter de cette vibe misogyne pour lancer le sujet suivant qui est Kyohime, une femme trompée par l'objet de son amour, je ne vais pas rentrer dans les détails de l'histoire, et qui sous l'effet de la rage se transforme en serpent géant. La personne en question se réfugie sous une cloche dans un temple et elle décide de le faire flamber à l'intérieur. Ensuite nous aurons les Rokurokubi ou encore les Nukekubi, qui sont donc pour le premier des personnes qui à leur sommeil se retrouvent avec leur cou allongé et accomplissent des méfaits. Et la deuxième version, c'est le cou ne s'allonge pas, mais il se détache du corps, toujours pour accomplir des méfaits dans le plus grand des calmes. Ensuite, nous avons Futakuchi Onna, qui est une femme possédant une deuxième bouche à l'arrière de sa tête, bouche fonctionnelle avec des dents, la totale. Comme d'hab, la liste est longue, c'est juste histoire de vous donner une petite idée de ce qu'on trouve là-dedans. Ensuite, on a les bêtes mythologiques. Donc on pourrait considérer que tous les Shijin, par exemple, donc Lokirin, Seiyu, etc., font partie des yokai. Ça dépend de comment vous voulez classifier tout ça. Bref, on peut rajouter à ça le Hakutaku, un animal mythique, symbole de bonne fortune, originaire de Chine, comme toute l'équipe là, qui serait protecteur des maladies et pourrait avoir l'apparence d'un bœuf blanc avec un visage soit humain, soit un visage de démon, et 9 yeux avec 6 cornes qui sont réparties sur la tête et les côtes. Ah, c'est trop joli. Ensuite, nous avons le Nue, qui on va dire est l'archétype de la chimère, voilà, ayant dans certaines descriptions le corps d'un tanuki, donc un chien vivrain, une tête de singe, des pattes de tigre et un serpent pour queue. Voilà, donc on a la tête du serpent qui est au bout de la queue, et qui serait porteur de malchance et de maladie, et qui pourrait se transformer en nuage noir. Voilà, ça met une ambiance. Les kanji d'ailleurs pour l'écrire signifient oiseau de nuit. Enfin, c'est nuit et oiseau. Ensuite nous avons Baku qui est encore une chimère, donc là qui aura un corps d'ours, des pattes de tigre, une queue de bœuf, des yeux de rhinocéros et une tête d'éléphant, et qui lui est connu pour dévorer les cauchemars. On continue ce petit tour d'horizon avec un qui est déjà connu je pense, le Oni, donc qui serait l'équivalent chez nous de l'ogre, du démon. Il porte souvent un pagne en peau de tigre et un kanabo, une énorme masse. Il peut avoir une corne, 2 cornes, 3 cornes, en général 3 doigts par main, voire 4. Et ceux qui maîtrisent la foudre seraient plus haut hiérarchiquement. D'ailleurs, si vous regardez Raijin, le dieu de la foudre, c'est typiquement un Oni. A noter que j'ai souvent eu l'expérience d'avoir des clients qui confondaient le Oni et le Hanya. Donc là maintenant vous le savez, le Oni ça va plutôt être un ogre, un démon, tandis que le Hanya ce sera une femme vengeresse. Ou hyper jalouse, tu choisis. Ensuite, on a le Tengu, qui peut être divisé en 2 catégories. Donc le Karasu Tengu, le plus ancien, donc le Tengu avec un visage qui se rapproche du Karasu, donc du corbeau. Et le deuxième qui est le Hanadaka Tengu, donc le Tengu avec le long nez, qui est une imagerie vachement plus récente. Ils étaient d'abord décrits comme ennemis du bouddhisme, et puis en fait, en sont devenus les protecteurs. Les habits qu'ils portent sont les attributs des Yamabushi, les moines guerriers des montagnes. Tu te démerdes avec ça.
Ensuite, les kappa, on en a un petit peu parlé tout à l'heure. Donc en gros, les kappa dans l'image actuelle, ce sont des monstres aquatiques connus pour leur petite tendance à noyer les nageurs. Voilà. Ils ont aussi une tendance à leur retirer les organes par l'anus. Voilà, c'est convivial, ça fait plaisir. Et ils sont connus pour leur amour des concombres et leur politesse. Dans leur représentation, c'est pas obligatoire, mais la plupart du temps, ils ont une cavité au niveau du crâne dans laquelle il y a de l'eau, d'où ils tiraient leur pouvoir. Et c'est là que leur politesse est utile. Si vous croisez un kappa, on sait jamais, vous les saluez à la japonaise, ils vont saluer en retour, l'eau tombe, ils ont plus de pouvoir, vous êtes tranquille, vous pouvez aller vous baigner. Le Gashadokuro, très sympathique, squelette géant assoiffé de sang, formé à partir des restes et des esprits de victimes de la guerre ou de la famine. Un mec sympa. Pour le dernier, on se le fait à la question pour un champion. 3, 4. Je suis un esprit malveillant ayant une vengeance à assouvir, souvent assassiné, suicidé ou ayant perdu un enfant. Je suis incapable de changer de monde, j'inspire la terreur, je suis souvent accompagné de Yanagi, des saules pleureurs. Je suis le Yurei. Vous l'aurez compris, le Yurei, c'est pas Joe le rigolo, quoi. C'est vraiment, ça pue au kilomètre. Et si vous connaissez Sadako, si vous avez vu The Ring ou quoi, bah voilà, c'est typiquement l'image du Yurei. C'était un rapide tour d'horizon de tout ça, j'ai préféré m'axer sur les origines, l'histoire, histoire de dégrossir un peu le truc. Les yokai, c'est un thème qui est vraiment intarissable, il y a de tout, dans tous les sens. Donc l'idéal, si vous aimez les yokai, c'est de faire vos propres recherches. Comme promis, quelques références pour vous permettre de faire vos recherches par vous-même. Donc premièrement, en français, vous aurez un livre sympathique qui s'appelle Yokai, le dictionnaire des monstres japonais, par Shigeru Mizuki aux éditions Pika, donc Pika Édition. C'est en français, c'est en 2 volumes, il est pas cher et vous avez énormément d'histoires sur les yokai. Chacune est illustrée par une réinterprétation manga d'une illustration originale de Toriyama Sekien dont on parlait tout à l'heure. Je pense que pour rentrer dans le sujet, c'est pas mal du tout. Ensuite, en anglais sur internet, vous aurez le site yokai.com, donc yokai.com, qui référence énormément de yokai. C'est vraiment fou le travail du mec, il est motivé. Il s'est même permis de faire une illustration par yokai, donc je vous invite à y aller, c'est vraiment une mine d'informations. Ensuite, je vous invite fortement à aller faire vos recherches sur Wikipédia, parce que même si c'est pas 100% fiable, ça vous permet de dégrossir et de savoir où aller. Donc évidemment, vous aurez plus d'informations en anglais qu'en français, et encore plus d'informations en japonais qu'en anglais. Mais si vous parlez que français, au moins ça vous dégrossit. Si vous parlez anglais, vous avez un peu plus d'informations, et si vous parlez japonais, vous êtes au summum. Voilà. Ensuite, vous avez le bouquin que je cite tout le temps, c'est Japanese Tattoos par Brian Ashcraft et Oribeni, qui est en anglais lui aussi, et qui dégrossit énormément sur le tatouage traditionnel japonais, donc sur le wabori et ses thématiques, ses significations, etc. Et dans lequel vous trouverez quelques pages sur les yokai. Je crois qu'on parle de Baku, du kappa, des yurei, etc. Du tanuki aussi, bref. Il n'y en a pas beaucoup, mais il y en a quelques-uns. Et ensuite, niveau illustration, il est toujours en vente, l'ouvrage Gazu Hyakiyagyo de Toriyama Sekien. Vous pouvez l'acheter si vous êtes au Japon. Vous pouvez aussi l'acheter sur Amazon. Donc là, ce sera juste des illustrations avec des explications japonaises. Donc si vous l'achetez, ce sera uniquement pour les illustrations. Et il est très très bien. Voilà. Je crois que j'ai fait un petit peu le tour du truc. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Et j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Voilà. Otsukaresama deshita. Merci à tous.